Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission J'ai Amini. Aujourd'hui, nous allons parler du deuil. Il faut savoir qu'il y a un Français sur deux qui souffre du deuil. Cette étape du deuil constitue plusieurs éléments. Le choc, le déni, la dépression, plein de questions qu'on peut se poser là à ce moment-là. Ça peut même briser nos relations, ça a un impact sur notre physique, nos émotions. Mais aujourd'hui, je reçois pour vous deux dames. Ces dames-là, elles sont exceptionnelles. Elles ont une histoire, un parcours à nous raconter. Sans plus tarder, je vais vous les présenter. Bonjour mesdames. Bonjour. 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 Alors, tu vas d'abord te présenter, ensuite je vais passer la parole à la personne qui est à côté de toi. Tout le monde va découvrir son histoire. D'accord. Alors, je m'appelle Neïma, je suis maman. Je travaille en tant qu'assistante administrative à l'Institut Curie. Et voilà. Ok, Neymar, enchantée. Enchantée. Et Moi, je suis Nanou, je suis thanatopracteur. Donc, c'est des soins de conservation sur les défunts. oui. Et ça depuis 16 ans. Waouh, 16 ans, 16 ans. Écoute Neymar, j'aimerais bien que tu puisses nous partager ton histoire, qu'on puisse comprendre par où tu es passée. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, on vienne à parler du deuil? Alors, le deuil, c'est un sujet qui m'est très très sensible parce que du coup, j'ai perdu mes deux parents en espace de 1 an. C'était la même date à peu près. Et en fait, mon papa, il est décédé en août 2020 et ma maman est décédée en août 2021. Et en fait, c'était vraiment très très difficile pour moi parce que j'avais pas de soutien et je me sentais très isolée. Mais je me suis dit que je ne vais pas abandonner en fait parce que tout simplement, je me remettais en question en fait. Je me remettais en question. Je me suis dit, mais si ma vie, elle se base que sur le fait que mes parents soient plus là, c'est pas normal en fait. Et donc du coup, j'ai cherché du soutien à droite à gauche. Mais en fait, le deuil, ça crée un tri dans les relations. Et ça crée un tri, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau des amis, même dans les relations amoureuses. Enfin voilà, ça a créé vraiment un grand tri. Pour le décès de mon père, il faut savoir que je le sentais venir, et ma mère aussi d'ailleurs, je sentais les deux venir, mais j'arrivais pas à poser de mots exactement dessus. Mon père, c'était plus un ressenti intérieur. Je sais pas pourquoi, en début d'année, j'avais une grosse angoisse, genre une peur, une boule au ventre. Je sentais que La quelque peur chose de allait. l'abandon, quoi. Non, c'était pas la peur de l'abandon, c'était plus. Je sentais que quelque chose de grave allait arriver et je savais que c'était un décès, je savais que ça allait concerner mon père. C'était comme. Tout était clair, mais c'était à l'intérieur de moi et je ne savais pas l'exprimer. Il faut savoir que j'ai juste eu un déni. J'ai laissé ça de côté. Je n'avais pas confiance en ce que je ressentais, j'avais laissé ça de côté et surtout, je ne voulais pas que ça arrive en fait. Donc j'ai laissé ça de côté. Le temps passe, plus le temps passe, plus on se rapproche de la date de son décès, plus j'angoisse, j'ai des réactions pas normales, j'ai des réactions disproportionnées et personne ne comprenait en fait. Et, euh, et donc, arrive le grand jour, ma mère m'appelle. Je me rappelle, j'étais dans une gare, ma mère m'appelle, papa il est parti. Je dis, attends, parti où? En vacances Parti où en fait? Et donc elle m'explique et tout. Et là, je me suis effondrée. Mais j'avais une haine, une colère en moi qui a commencé à se développer au même instant parce que je savais ce que je ressentais. Et j'ai pas eu confiance en ce que je ressentais en fait. En même temps, je me dis, est-ce que j'aurais pu y faire quelque chose? Est-ce que j'aurais pu... Et en fait, quand ça s'est reproduit 1 an après pour le décès de ma mère, ben, j'ai essayé de mettre des choses en place. Je me suis dit, là, j'ai ressenti la même chose. Et là, en fait, au-delà du ressenti, je l'ai vu dans un rêve. Voilà, je dormais, c'était fin 2020, décembre 2020, j'ai eu un rêve où je voyais ma mère se faire enterrer. Donc, elle se faisait enterrer, mais par une ombre, c'était un peu particulier. Et quand je me suis réveillée, j'ai eu peur. Et tout s'est déclenché en fait. Et donc, moi je suis croyante, donc
je me suis mise à prier. Je me suis dit que non, ça allait pas se passer comme ça. Cette fois-ci, je vais prendre le contrôle, comme si je pouvais contrôler quoi que ce soit. Et donc, j'ai essayé de tout faire pour pas qu'elle parte en priant, en faisant plein de choses. Et en fait, elle est quand même partie. J'en ai pris un vrai coup dans ma foi, dans ma vie. Et en fait, ça m'a emmenée sur autre chose. J'ai commencé à prendre des décisions, des mauvaises décisions en fait. Des mauvaises décisions. Suite à ça, je suis tombée, je sais pas si on peut appeler ça dépendance affective, mais en tout cas, j'avais besoin. En fait, je pense que c'est tout être humain dans ces moments-là a besoin d'être soutenu. Et en fait, je n'avais pas été soutenue ni du côté de ma famille, sachant que l'enterrement avait été fait en Afrique. Donc, on a déporté le corps. Pour l'enterrer en Afrique. Ma mère est décédée du cancer. Ça veut dire qu'en fait, fallait la laver, voilà. Et en fait, c'était à sa fille de la laver puisque j'étais sa seule fille en France. Donc, chez les musulmans, en fait, je suis issue d'une famille musulmane, voilà. Mais donc chez les musulmans, c'est comme ça que ça se passe. Malheureusement, je n'étais pas sur place. Et je ne sais pas si j'aurais eu aussi la force de faire ça. Donc, je n'étais pas sur place, donc on a dû payer, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, mais c'était une structure qui se chargeait, mais vraiment islamique en fait, qui se chargeait de nettoyer le corps. Un service particulier voilà, en fait. C'était vraiment un service particulier. Ils ont nettoyé son corps, ils ont habillé, etc., pour ensuite la mettre dans le cercueil. Et donc on a déporté son corps, donc on est parti avec mon frère, mes oncles en Afrique, on a enterré. Je me rappelle, je me suis complètement évanouie le jour de l'enterrement, je n'arrivais pas à supporter. Donc mon frère il voulait absolument qu'on me fasse partir. Du coup je n'ai même pas assisté à la mise en terre, donc j'ai pas pu y assister. Et en fait, suite à ça, comme je disais, j'ai pris des mauvaises décisions parce que ça m'avait tellement impactée. En fait, c'était un double deuil. Et j'arrivais pas à m'en remettre, en fait. Mais surtout parce que les deux décès, finalement, ils sont arrivés dans la même période. C'est ça. Un an. Parce que si on regarde l'acte de décès, en fait, mon père, il est décédé à la maison. Et en fait, on s'en est rendu compte 3 jours après. Parce qu'on n'avait pas de nouvelles. Justement. En fait, il a fait une crise cardiaque. Et pourtant, rien ne présageait ça, en fait. Il était sportif, il fumait pas, il buvait pas. Enfin, voilà. C'était vraiment particulier. Après, il avait un certain âge, il avait 72 ans, mais il était très bien. Quand même. Oui, c'est jeune. Enfin, voilà, il n'y avait pas de problème de santé. Enfin, voilà. Donc, incompréhensible. Donc, crise cardiaque. Et crise cardiaque, et on découvre le corps 3 jours après, sachant qu'il habitait loin. Il habitait... c'était une ville près de Marseille. Je me rappelle plus le nom. Et toi, tu étais sur Paris Et moi, j'étais sur Paris. Et comment ils ont fait pour découvrir le corps? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est les voisins? Comment on vous a alerté en fait que... En fait, il avait une copine. Et en fait, on essayait de le joindre. Et du coup, on n'y arrivait pas. Et donc, on a tout fait pour rentrer en contact avec sa copine. Et sa copine, en fait, elle nous a dit que elle toquait à la porte 3 jours de suite. Elle a toqué à la porte à toutes les heures. Elle toquait à la porte. Et en fait, il répondait pas. Donc, elle a commencé à se dire que c'était bizarre. Parce que c'était pas dans ses habitudes de laisser 3 jours sans nouvelles, en fait. Donc, du coup, elle a appelé la police, les pompiers et tout. Ils ont découvert le corps, ils ont fait passer le corps par la fenêtre puisque la porte était condamnée. Condamnée, oui. Ils ont fait passer le corps par la fenêtre. On a pu l'emmener pour qu'il soit bien présentable en fait. Et en fait, j'ai eu tellement de frustration à ce moment-là parce que en fait, mon frère a pris des décisions pour moi, par exemple. Parce qu'il ne voulait pas me choquer, il ne voulait pas que ça m'impacte trop, que je garde des images que j'oublierai pas en fait. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a préféré, parce que mon père il a voulu être incinéré. Donc ils ont incinéré le corps sans que je ne puisse le voir. Et ça en fait, c'est une frustration qui m'a freinée en fait dans mon processus de deuil. Ça m'a freinée et donc du coup voilà, il s'est fait incinérer, on est parti aux funérailles.
Et en fait, je me souviendrai toujours quand on était devant la chambre funéraire, voir son nom inscrit, sa date de naissance, sa date de décès. En fait, Ça crée un choc. pour moi, ouais. C'était, en fait, j'avais l'impression que j'étais en train de rêver et que j'allais me réveiller, en fait. Et on n'imagine pas sa vie sans ses parents, en fait. Bien sûr. Et surtout aussi jeune. Donc, c'était très lourd à porter. Et, et du coup, après ça, ben, je me suis dit, ok, je contrôle pas, ok, c'est pas qu'il faut que j'accepte, mais il faut que j'apprenne à vivre avec, en fait. Mais surtout, c'est que ce qu'on remarque, c'est dans certaines cultures, plus tu es jeune, moins on te donne le choix, en fait. C'est Et ça. tu te retrouves à subir des choses que, quand tu te réveilles en tant qu'adulte, tu te dis, mais pourquoi vous avez fait ça, en fait? Exactement. J'avais besoin de le voir, j'avais Exactement. besoin de voir le corps pour réaliser. Aujourd'hui, je me retrouve dans un choc émotionnel qui détruit ma vie, en fait. Je vis avec ça. On Et peut je me même dis, parler de traumatisme, en Bien fait. sûr. Hein. C'est pas juste un simple choc émotionnel, parce qu'un choc émotionnel, tu l'as sur le moment, puis le Exact. traumatisme, en fait, il te suit tout le long des étapes de ta vie. Bien sûr. Et donc, quand tu le vis jeune, eh bien, ça te suit vraiment tout au long de ta vie de jeune adulte, et puis de parent. Et c'est ça qui est difficile à accepter quand on t'empêche de voir. Et c'est quelque chose qu'il faut que les gens entendent et comprennent. On ne peut pas choisir à la place d'un enfant ou à la place d'un jeune adulte. On est tous capables de faire nos propres choix et il faut vraiment que chaque individu soit traité de la même façon et dans leurs choix et dans leurs différentes possibilités. Hein, parce que on peut très bien même dire à un enfant très jeune: veux-tu ou ne veux pas? Et dans les deux cas, on doit l'écouter. C'est très très important. Et justement, par rapport à ça, ça me porte à parler de la culture. Parce que finalement, après, je pense que dans toutes les familles, mais plus chez les Africains, j'ai l'impression, ils prennent des décisions à notre place. Parce que pour eux, on n'a pas notre mot à dire, en fait. Et surtout, ils pensent que c'est te protéger. C'est ça, pour eux, Mais te ça, protéger. c'est un chez peu tous les partout, adultes. hein. Oui, Ouais. c'est partout. C'est pas que chez les Africains, parce que nous, on est des Africains, on pense que c'est comme ça, mais c'est partout parce qu'on se dit, c'est un enfant, il est innocent, il va pas comprendre, C'est un ça. jour il va m'en vouloir. C'est surtout que les gens le voient de la façon en se disant: je suis l'adulte, je dois décider. Mais alors, c'est pas forcément malveillant. C'est au départ, l'intention est bonne, l'intention est bienveillante, c'est de protéger, c'est de préserver. Sauf qu'en fait, on se rend pas compte qu'en tant qu'adulte, eh bien, on ne prend pas en considération la place de cet enfant. Exactement. Mais dans ton métier, est-ce que toi, tu es appelé justement à conseiller les familles par rapport à cela? Tu nous expliqueras un peu après Ouais. ton métier, mais Alors, qu'est-ce que tu moi, leur c'est dis? très rare que j'intervienne avec les familles parce que déjà, j'ai très très peu de relations avec. Mais quand j'ai été conseiller funéraire, etc., je pense que c'est un des seuls moments où je me suis permise et autorisée, en tout cas, d'avertir et de dire: il y a des enfants, laissez-leur le choix, écoutez-les. Écoutez-les. Parce que moi, j'ai déjà vu des familles traîner des enfants par la main pour aller voir papy-mamie, des enfants en larmes qui avaient peur de ce qu'ils allaient voir, qui étaient très angoissés, et surtout qui ne voulaient pas. Donc on ne les a pas écoutés. Et la même chose de l'autre côté. Ah non, non, l'enfant n'a pas à voir, ce n'est pas sa place, ça peut le traumatiser. Et vous ne vous rendez pas compte que de prendre la décision à sa place et de l'empêcher de voir, ça peut le traumatiser pour tout le restant de sa vie. Exactement, surtout qu'il va poser des questions après dans Bien l'avenir sûr. et vous n'aurez pas les réponses. Et c'est là Et ce qu'on ne voit pas, on se l'imagine. Bien sûr. Et on peut s'imaginer dans le cadre d'un décès des choses vraiment terribles et horribles. Donc c'est vraiment, voilà. Et surtout, les gens n'y pensent pas. Mais quand on est dans ce cadre-là, il ne faut pas hésiter à prendre son téléphone, en fait, et appeler un spécialiste du deuil, un psychologue, un psychiatre. Il y a des associations aussi qui ont tous ces professionnels de l'accompagnement du deuil et dire: voilà, il vient de se passer ça, qu'est-ce que vous me conseillez? Parce qu'on a le droit en tant qu'adulte d'être complètement paumé. Bien sûr. Surtout qu'à ce moment-là, on est aussi soi-même dans le chaos, on est soi-même anéanti. Donc c'est important d'utiliser les outils qui sont à notre disposition. Bien sûr, et même souvent dans les hôpitaux, il y a des travailleurs sociaux qui sont aussi là pour ça, Oui. qui vous orientent par rapport à ça, qui vous donnent des conseils et qui sont prêts justement à mettre
tous les moyens en place, tous les outils en place pour pouvoir vous accompagner dans votre deuil, durant tous les obsèques. Et souvent, on oublie, parce que des fois, on pense qu'on est fort et qu'on va tout affronter seul. Et au contraire, une fois que les obsèques passent, on se dit, mais pourquoi j'ai pas fait appel à un tel, j'ai pas fait appel à telle personne? Bah, moi, pour parler de ça, non seulement j'y ai pas pensé, mais en plus, on ne me l'a pas proposé ni pour ma mère ni pour mon père. Et, Parce qu'on n'en parle pas assez. C'est ça, exactement. Et donc, après, je ne sais pas, puisque j'ai pas. Voilà, mais je ne sais pas si ça m'aurait aidé ou pas, mais j'aurais aimé aussi être prise en charge psychologiquement par rapport à ça. Et puis surtout que mon frère, c'était quelqu'un de très. Ah non, 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 on va pas voir des psychologues, parce que c'est pour les gens trop faibles émotionnellement. Or que c'est Et en fait, fou. même si je pense que si à ce moment-là, on l'avait proposé, je me serais dit, ah non, 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 c'est pour les faibles émotionnellement. Parce que du coup, il m'a nourri de ça, en fait, Oui, c'est ça, pendant toute ma jeunesse. Et, tu avais quel âge, du coup? J'avais 20 ans. Ouais. Et pour ma mère, j'avais 21 ans. Et ton enfant, il a quel âge? Mon enfant, il a 1 an et demi. Et justement, je suis tombée enceinte 3 semaines après le décès de ma mère. Oh là là. Bon, on va revenir un peu en arrière. Tu disais que ta maman était malade. Comment tu as appris la maladie de ta maman et quel a été ton rôle finalement? Parce que tu te retrouves qu'avec ta mère, papa n'est plus, il reste que maman. Et tu t'accroches à maman parce que tu te dis, elle a un cancer, à tout moment elle peut partir. Et on sait très bien que l'acharnement médical, les médecins, des fois, comment... Les traitements aussi. C'est dur, voir la personne qu'on aime changer et se dire qu'elle peut partir, alors qu'il y a quelques temps, il y a très peu de temps, papa est parti. Exactement. Il me reste que maman, qu'est-ce que je vais faire en fait? Mais j'avais tellement d'espoir. Alors pour ma mère, j'avais tellement d'espoir parce que faut savoir qu'on a reçu son diagnostic en 2018 et en 2018, on lui avait laissé 3 mois à vivre. Et encore une fois, je me suis attachée à la seule chose qui comptait le plus pour moi et qui pouvait changer, ma foi. En fait, je me suis mise à prier, je me disais non, c'est impossible, je suis trop jeune pour perdre ma maman, comme s'il y avait un âge, mais en fait, je refusais cela catégoriquement. En fait, c'était pas possible de la voir partir à ce moment-là. Donc. Tu es la plus jeune de ta fratrie? Oui, je suis la dernière. Et en fait, c'est moi que ça allait le plus impacter. Faut savoir que ma mère, elle m'a toujours surprotégée parce que justement, j'étais la dernière. Et, puis, voilà. Et en fait, ça allait pas être possible pour moi de la voir partir à ce moment-là. Donc du coup, j'ai prié. Et 6 mois plus tard, on nous annonce qu'elle est guérie. Donc, on a pris beaucoup d'espoir. On s'est dit, ah, c'est bon et tout. Parce que carrément, par rapport à ça, elle est rentrée dans un régime cétogène. Elle s'est vraiment battue du début jusqu'à la fin. Elle s'est battue pour vivre. Elle est rentrée dans toutes sortes de choses pour que son alimentation change. Elle se documentait sur le cancer. Elle faisait toutes sortes de choses. Et je pense que ça a dû l'aider. Et en fait, sur le parcours de sa maladie, elle a perdu énormément de poids. Ouais. En fait, ma mère, c'était une personne bien en forme. Voilà, elle était très bien. Enfin, elle avait quand même du poids, mais elle était très bien. Enfin, elle se sentait très bien. Il n'y avait pas de problème de santé particulier. Voilà. Et à ce moment-là, je l'ai vue changer du tout. D'abord, c'était 10 kilos. Ensuite, c'était 30 kilos. Ensuite, c'était 50 kilos. En fait, ça faisait trop. Et à la fin, elle ressemblait à un squelette. Et à la fin, en fait, je me suis dit, mais donc là, c'est les dernières images que je vais avoir de ma mère. Et en fait, ça m'a fait tellement, tellement mal. Je me suis dit, mais faut pas que je garde ça dans ma tête. Surtout qu'elle est, en fait, moi, elle est décédée sous mes yeux. On était à l'hôpital. Le premier jour qu'elle est rentrée pour faire sa chimiothérapie, j'étais là. Et en fait, j'ai tout fait pour que ce jour-là, à la fin, je sois là aussi, en fait. Et je m'en suis beaucoup voulu parce que je trouvais que je ne l'avais pas assez soutenue tout au long de son parcours, même si j'étais là, mais je me suis dit, j'aurais pu être plus là quand même. Et en fait, du coup, elle est partie sous mes yeux. En fait, à un moment donné, ils ne la nourrissaient plus. Ils considéraient, les médecins, que
elle ne pouvait plus manger, qu'elle ne ressentait pas la faim. Et moi, j'étais contre ça. J'étais en mode turbulente parce que je disais non, écoutez, son ventre il gargouille, elle ressent la faim. Pourtant, elle était vraiment en fin de vie. Elle avait les yeux vitreux et tout. Et moi, j'étais là. Je continuais à avoir de l'espoir. Je disais non, donnez-lui à manger, elle va se remettre sur pied, ça va aller. Non, non, non. Et en fait, j'étais vraiment dans le déni total. Déni total. Et j'ai dormi ce jour-là à l'hôpital. Et en fait, j'avais prié, j'avais dit Seigneur, je ne sais pas ce que tu as prévu pour ma mère, mais moi, je ne veux pas qu'elle parte. Maintenant, je sais que ça ne dépend pas de moi, en fait. Mais toutefois, que ta volonté soit faite, en fait. Et je l'accepterai, même si ça me fait mal, je l'accepterai. Mais je veux seulement que ce soit ta volonté qui soit faite. Et 1 heure après, elle est décédée. Devant tes yeux. Devant mes yeux. Et ce qui est difficile, c'est déjà le changement qu'il y a eu. Tu as vu, comme tu disais, elle était apprêtée, en forme et tout, et d'un coup, elle change. Et puis après, elle part. Et tu ne sais plus quoi dire ni quoi faire, parce que déjà, en plus, tu disais que tu l'avais vu à plusieurs reprises, que tu voyais tes parents partir, justement. C'est ça. Et ça crée des vrais traumatismes et des séquelles. Et aujourd'hui, après avoir vécu tout ça, parce que tu disais que oui, si ça arrive, que ta volonté soit faite, est-ce que vraiment tu as accepté cette volonté? Ah non, pas du tout. Oui, c'est ce qu'on dit sur le moment. Tout le monde dit ça. On dit oui, j'accepte et tout. Mais finalement, on n'accepte pas. On vit avec. Quand on le vit, on oublie la prière qu'on avait fait. En fait, quand on le vit, ça devient autre chose. C'est-à-dire qu'émotionnellement, ok, il y a un choc, mais comme elle disait, en fait, c'est un traumatisme. C'est-à-dire que tous les soirs, je dormais, je voyais ma mère partir. Tous les soirs, je me réveillais, je suffoquais, j'avais des crises d'angoisse. Enfin, c'était horrible, en fait. C'était juste horrible. Et je me disais, mais à quel moment ça va s'arrêter? Est-ce qu'un jour, je vais pouvoir prendre le dessus sur ces crises-là? Est-ce qu'un jour, je vais pouvoir arrêter de la voir dans mes rêves? Parce que du coup, après ça, tous les jours, je rêvais d'elle. Et en fait, à chaque fois dans mes rêves, c'est comme si je voulais la retenir, en fait. Pas qu'elle parte. Et à un moment donné, j'ai été confrontée à moi-même devenir mère. 3 semaines après. Devenir mère sans sa mère, sans tante, sans famille, sans personne. C'était juste horrible, en fait. Je ne savais pas comment faire. J'avais peur d'en faire trop, pas assez. Je me dis, mais pourquoi on m'inflige ça, en fait? Mais est-ce que dans cette relation que tu as aujourd'hui avec ton enfant, tu te dis à tout moment je peux partir et le laisser? Parce que vu que toi, c'est ce que tu as vécu, est-ce qu'aujourd'hui tu dis mon fils, il faut que je lui donne tout parce qu'à tout moment je peux partir et à n'importe quel âge? En fait, je ne stresse pas par rapport à la mort. Mais c'est vrai qu'après tout ce que j'ai vu et que j'ai ressenti, j'ai eu peur aussi de perdre mon fils. C'était plus dans ce sens-là. J'avais pas peur, moi, de partir. J'avais peur que ce soit lui qui parte. Et en fait, j'angoissais. Mais dès qu'il est né, de toute façon, je crois que ça a duré 3 mois où j'étais à peu près bien émotionnellement. Et en fait, après ça, je le regardais et je m'imaginais toutes sortes de scènes. Qu'il arrête de respirer, enfin voilà, ou que je le laisse à quelqu'un et que je revienne et qu'il soit plus là. Enfin, j'imaginais plein de choses. Mais ça, je pense que c'est à partir du moment où tu deviens parent, de toute façon. Parce que moi, je comprends pas. Moi, je suis pas parent, c'est pas tellement les décès que tu as traversés qui font que cette angoisse était présente. C'est vraiment que quand tu deviens parent, eh bien, tu es attaché à cet être à qui tu as donné la vie. Et autant tu lui as donné la vie, autant tu sais très bien. Et encore, à ce moment-là, c'était tout frais pour toi et ça l'est encore. Donc, à tout moment, tu as dans la tête bien ancré que à tout moment, tout peut s'échapper, quoi. Donc, ça ne fait qu'accroître ce sentiment. Mais en réalité, quand on devient parent, c'est ce qui nous arrive à tous. Ouais. C'est ça. Bon, après, moi, j'étais... Voilà, Moi, tu sais, je travaille dans la mort depuis 16 ans. Et tu vois, des fois, j'ai des situations avec mes enfants. Je me liquéfie à l'intérieur, je leur dis rien. Mais comme j'ai eu à prendre soin d'une personne à qui ça a été dramatique, je vis la situation et je me dis, mon Dieu, il peut arriver un drame là, parce que ça, je l'ai déjà vu.
Et en fait, tu dois respirer et te dire, ma vie n'est pas la leur vie n'est pas la mienne. Voilà. Exactement. Pour revenir sur ça, pour moi c'est étrange parce que du coup, je suis assistante administrative, mais je travaille dans un institut, à l'Institut Curie. C'est un institut de traitement de cancer en fait, contre le cancer. Et quand je vois des enfants qui passent 1 an, 2 ans, ils sont malades, entre guillemets, ça me ramène en arrière. Parce que je repense à ma mère, mais je pense aussi à mon fils. C'est comme un miroir en fait, C'est finalement. exactement ça. Mais je pense que quand j'ai fait l'entretien, enfin quand j'ai visité les locaux pour la première fois, je me sentais bizarre. Mais, parce que je travaille là-bas depuis octobre 2023, et quand j'ai visité les locaux, en fait, je me sentais bizarre, mais pas mal. Enfin, Et j'ai l'impression que le fait de travailler là-bas, ça m'a aussi aidé à faire la paix avec cette maladie et avec le deuil, en fait. Et je pense vraiment que... non, moi, je pense que c'est mon Dieu, en fait, qui m'a vraiment permis de faire ce processus-là et qui m'a installé dans cet établissement pour que je puisse, en fait, voir le processus de ma guérison, en fait, finalement, le processus de ma restauration intérieure. Et je pense que moi, j'ai pas perdu énormément de poids à ce moment-là. C'est pas quelque chose qui m'a, voilà, au niveau alimentaire, mais c'était vraiment dans ma tête. Je voyais tout en noir. Enfin, j'avais plus d'espoir, vraiment. C'était, voilà. Mais grâce au fait que non seulement j'ai été prévenue, parce qu'au début, je pensais que le fait que je ressentais toutes ces choses et que je voyais toutes ces choses, c'était juste de la torture. Au début, je le voyais vraiment comme ça, comme une torture. Je me disais, mon Dieu, mais pourquoi tu veux me torturer? Tu me montres ces choses, au final, je peux rien faire pour les empêcher. Voilà, je me lamentais beaucoup. Et en fait, aujourd'hui, je remarque que c'est quelque chose qui... Peut-être que ça aurait pu être pire, en fait, si je ne l'avais pas vu arriver. Parce que, faut savoir que moi, quand j'étais petite, j'angoissais énormément de perdre ma mère. Je me disais, ah non, mon père, Moi aussi, voilà. Moi, franchement, moi aussi, ça m'arrivait quand j'étais petite. C'est quelque chose qui m'est arrivé. Exactement. Et en fait, je disais, non, mon père, c'est un super-héros, voilà. Mais ma mère, j'angoissais tellement de la perdre. Et je pense que si c'était arrivé sans que je l'ai ressenti ou vu, ça m'aurait peut-être encore plus impacté. Même si mon impact est toujours là, en fait. Mais tu sais, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Je pense que si tu travailles dans cet institut-là aujourd'hui, il n'y a pas de hasard. Exactement. C'est que c'est ta place à cet instant précis dans ta vie. Le hasard n'existe pas, dans tous les cas. Après, chacun pense Selon et les croit. personnes, Voilà. bien sûr. Moi, je pense en tout cas qu'il n'existe pas, qu'il y a toujours une raison précise à notre place à cet instant-là. Mais pour toi, c'est limpide, c'est clair. D'ailleurs, tu disais que ça fait 16 ans que tu travailles dans la mort. C'est comme ça que tu l'as dit. Oui, c'est ça. 16 ans que tu travailles dans la mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu es arrivé dans ça? Et quel est réellement ton métier? Moi, j'ai perdu mon papa à l'âge de 7 ans d'un accident de moto, donc j'étais très jeune. Et lors de la cérémonie, etc., j'ai pas pu le voir parce que la famille tout autour avait décidé que c'était pas notre place. Donc j'ai pas vu le cercueil, j'ai pas vu la cérémonie, j'ai pas vu l'inhumation. Donc je me suis construite avec ce sentiment d'avoir été abandonnée, mais surtout pendant des années d'être persuadée que mon père ne nous aimait pas et qu'il était parti reconstruire sa vie ailleurs. Puisque pour moi, il n'était pas mort. Enfin, je ne savais même pas qu'est-ce que ça voulait dire. La mort. Qu'est-ce que ça représentait, qui on devient, qu'est-ce qu'on devient, qu'est-ce que devient notre corps. Donc j'ai grandi et je me suis construite avec tout ça, en me posant énormément de questions sur le après. Qu'est-ce qui se passait? Donc j'ai toujours eu ce rapport à la mort qui était très différent de ceux qui n'ont pas traversé un deuil si jeune, en fait. Et puis j'ai pris connaissance du métier de thanatopracteur, donc qui est prendre soin des défunts. Donc on effectue des soins de conservation, des toilettes funéraires, on retire les pacemakers aussi parfois. Voilà. Et donc très jeune, à l'âge de 10 ans, j'ai dit à ma mère que je voulais faire ce métier, mais sans vraiment savoir ce que c'était. Pour moi, c'était juste une personne qui venait prendre soin de la personne qui venait de mourir. Et en ça, c'était extrêmement... pour moi, c'était le plus beau métier du monde, quoi. Donc, plus tard, j'ai réussi à devenir thanatopracteur. Et donc, c'est ce que je fais depuis.
Ça a changé évidemment mon rapport à la mort, puisque j'ai compris qu'un corps mort est un corps mort. Voilà, c'est que la mort est palpable. Quand on touche un corps mort, il représente plus rien à part de la chair et de la peau qui ne vit plus. Voilà, donc maintenant je travaille plus en me disant oui, je travaille pour ce défunt, pour prendre soin de lui et pour respecter et honorer la dignité de son corps à travers tout ce qu'il a vécu dans sa vie. Ça, c'est beau, ça. Voilà, mais je travaille avant tout pour leur famille, pour qu'ils puissent se recueillir dans de bonnes conditions, parfois aussi tout simplement pour qu'ils aient l'occasion de pouvoir se recueillir, parce qu'après un accident ou après une mort traumatique, en fait, parfois le défunt n'est plus reconnaissable. Oui. Donc il est important de pouvoir effectuer une restauration, une reconstruction de son visage pour que la famille puisse se recueillir et du coup voir pour croire. C'est ça. C'est Hein? ça. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire. Ah ok, d'accord, c'est pas obligatoire. Non, ni le soin de conservation, ni la toilette funéraire ou mortuaire, comme on peut l'appeler, n'est obligatoire. Ok. Il n'y a que certains cas extrêmement précis par la loi, mais en règle générale, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. C'est un service qu'on propose aux familles, et c'est à la famille de dire oui ou non, selon plein de facteurs différents. C'est-à-dire que quand la personne décède, on vous propose ce service, mais si ce service n'est pas effectué, donc il n'y a pas de lavage mortuaire, etc., c'est ça? Voilà, enfin, nous, ce n'est pas vraiment un lavage mortuaire, nous, c'est vraiment, on va introduire un liquide à base de formaldéhyde dans le système artériel pour retarder le phénomène de décomposition. D'accord. Okay. Voilà. Donc c'est vraiment retarder la décomposition d'un corps pour que la famille, quand elle vient se recueillir, il n'y ait pas les odeurs, il n'y ait pas tout ce que la décomposition d'un corps puisse les traumatiser visuellement, olfactivement parlant, etc. Et le corps prend combien de temps pour décomposer en général? Ça dépend de trop de facteurs pour que je puisse te répondre à cette question. C'est-à-dire d'une personne qui était malade ou en bonne santé. Exactement, des traitements qu'il a reçus ou pas. L'alimentation aussi. L'alimentation, certainement, aujourd'hui, ça doit jouer forcément. Il y a aussi les températures. Quelqu'un qui va décéder en été dans le sud de la France, ça ne va pas être les mêmes facteurs de décomposition que pour l'hiver au froid, par exemple. D'accord. Voilà, donc tout ça, c'est vraiment... on ne peut pas définir réellement par individu, c'est vraiment au cas par cas. Et qu'est-ce que tu ressens, toi, quand tu accompagnes les défunts? Tu n'as pas peur? Non, je ne sais pas pourquoi tout le monde pense qu'on pourrait avoir peur d'un défunt. Parce que justement, comme la personne elle est décédée, le rapport à la mort d'une personne à une autre, c'est compliqué et se dire que là, la personne n'est plus en vie. En plus, on entend souvent, même dans les films, on voit le corps peut bouger et tout. Oui, mais ça non, justement, si on garde en tête ce qui se passe dans les films, effectivement, c'est pas possible. Mais par contre, comment dire, moi, c'est un moment où je me sens le plus en sécurité au monde. Un défunt, il ne peut rien me faire. Il ne peut pas me faire de mal, il ne peut pas m'insulter, il ne peut pas être méchant avec moi. Il ne peut rien faire. Voilà. Donc, on ne peut pas me faire de mal à ce moment-là. Et tu ne fais pas des cauchemars? Non, et je me suis toujours dit, si un jour j'en fais, il faut que j'arrête. Ça veut dire que mon inconscient a transformé certaines choses et qu'il faut absolument arrêter pour sa santé mentale. Exactement. Et du coup, en fait, on s'en rend compte que jusqu'à la mort, l'image est importante parce qu'on ne se présente pas n'importe comment devant les familles. Et c'est ce que tu fais, justement. Tu essaies de soigner l'image du défunt pour que la personne, les familles, partent avec des bons souvenirs parce qu'elle disait que toi, ta maman, tu n'as pas forcément eu un bon souvenir. Oui, mais toi, c'est vrai qu'il y avait eu la transformation physique les mois précédents et les semaines certainement précédentes. Souvent, dans ce cadre-là, nous, en tout cas, quand on effectue un soin de conservation, parce que vous, c'est interdit, souvent, les gens ont cette sensation de retrouver leur défunt avant la maladie. C'est souvent ce qui revient. Ça, par contre, ça, c'est vrai. C'est souvent ce qui revient. Ça, c'est vrai, je suis d'accord. Par contre, alors, moi, je l'ai constaté sur un défunt qui m'était très proche. Effectivement, c'est vrai qu'en rentrant, une fois que le soin avait été effectué, j'aurais pu, si je ne l'avais pas vu pendant sa maladie,
penser qu'il n'avait jamais été malade. C'est vraiment incroyable. Mais ce n'est pas systématiquement la vérité. Hein, voilà. Mais c'est dû à quoi justement ce changement-là? C'est les produits que vous utilisez? Non, pas forcément. Pas forcément. Je ne sais pas. Moi, je me l'explique peut-être en me disant que ce corps est enfin reposé, que cette maladie, cette souffrance est partie et que le corps reflète en fait l'apaisement. C'est ça, exactement. Ouais. Parce que quand elle est partie dans le moment, je me suis dit, mais en fait, moi j'ai mal qu'elle s'en aille. Mais elle avait mal de rester. C'est vrai. Elle souffrait de rester. Je me rappelle que la veille, il y avait des infirmières qui étaient passées pour lui faire une toilette. Elle n'avait plus de voix. Du coup, elle gémissait en fait. Elle gémissait juste. Et je me suis dit, mais en fait, ça aurait été tellement égoïste de ma part de vouloir qu'elle reste dans cet état-là. En fait, le fait qu'elle soit partie, elle repose en paix. Ouais. Elle repose en paix. Et ça, je me dis, mais ok, il faut que je sois ok avec ça parce que là, je sais qu'elle souffre plus. Mais tu sais, je pense que peu importe la culture, peu importe la religion, même de l'éducation, on ne parle tellement pas du fait qu'à partir du moment où on va mourir, qu'on vit notre vie en se disant qu'elle va être éternelle et on court après des satisfactions matérielles, des satisfactions financières, etc., en oubliant qu'à chaque instant, tout peut s'évaporer. Si on avait cette vision de la mort beaucoup plus présente dans nos cultures et dans la société en général, peut-être qu'on viendrait... Alors évidemment, on ne va jamais effacer la douleur, on ne va jamais effacer la colère, on ne va jamais effacer la tristesse, mais en tous les cas, on aura été accompagné avant et quand ça arrivera, je pense que les gens sont peut-être plus armés de se dire « oui, c'est vrai, en fait, je savais déjà dans ma tête qu'un jour ou l'autre, j'allais perdre mon proche ». Tu vois, c'est, je sais pas. Moi, c'est comme ça que j'entends et c'est pour ça aussi que j'insiste vraiment très souvent en disant il faut prévoir. C'est ce que j'allais dire justement, la mort, ça se prépare en fait. Bien sûr, c'est important. Alors, il y a des gens qui disent non, parce que le jour où je meurs, je ne serai pas là pour voir, je ne serai pas, je laisse les. Mais je trouve ça. Personne qui reste après. Voilà. Quelque part, des fois, je trouve ça très égoïste parce que finalement, c'est peut-être le dernier acte d'amour envers ses proches que tu peux laisser. Hein, programmer son décès, vraiment les vider de toutes ces tâches qui sont pesantes. Est-ce que je fais le bon choix? Je vais le crématiser, mais est-ce qu'il n'aurait pas préféré avoir été inhumé? Toutes ces choses soulagent. Et puis, tu l'as dit, à un moment donné, tu en as voulu à certaines personnes. Quand toi-même, tu prévois pour ta fin, la famille ne se dispute pas. Parce qu'il n'y a pas de discussion à avoir. Merci. Il n'y a pas de discussion à avoir, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est écrit. Et personne ne peut aller contre cette volonté, hein, parce que c'est, pour la loi, la volonté du défunt, c'est le plus important. Bien sûr. Et d'ailleurs, on l'a vu pendant la période du Covid, toutes les personnes qui sont décédées, dont les familles n'étaient pas préparées, que ce soit financièrement, émotionnellement, psychologiquement. Je me rappelle d'une famille, la maman est décédée du Covid, pendant la période du Covid. Quelques jours après, son mari est décédé, les enfants sont restés seuls. Et on parle d'enfants mineurs. Donc, ça veut dire derrière, il y a un placement. Ça demande toute une organisation. Et on était dans une pandémie. Donc, ça veut dire que même la loi, vis-à-vis de toutes ces choses, il n'y avait pas forcément grand-chose qui était mis en place. Donc, du coup, si ces parents-là s'étaient préparés au préalable, que ce soit les obsèques, que ce soit toutes ces choses-là, et même peut-être pour les biens, les héritages, etc., je pense que les enfants, c'est vrai que ça reste un traumatisme, un choc émotionnel, etc., le déni, mais demain, ils seront adultes et ils pourront dire, OK, papa et maman, avant de partir, ils se sont préparés. Ils avaient prévu. C'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui ont peur de la mort, mais dans tous les cas, on y passe tous. Même les animaux y passent. Donc à un moment, il faut se poser et de se dire que, OK, je ne vais peut-être pas laisser des enfants, mais je vais laisser une famille. Je ne vais pas laisser une famille, je vais laisser des amis. Je ne vais peut-être pas laisser des amis, mais des collègues. Parce que ce qu'on oublie, c'est que dans le monde du travail dans lequel on est, si on n'est pas entouré par nos familles ou par nos amis, quand il y a le monde du travail, des fois, ils sont présents lors de nos obsèques. Bien sûr. Ils peuvent prendre des décisions, mais s'ils ne nous connaissaient pas, ils vont prendre des décisions en se disant, bon, je pense qu'il aurait aimé ça. Ça se trouve, c'est pas ça. Donc, il faut apprendre à se dire que après
ma mort, je laisse des gens, je laisse des héritages, je laisse des biens, je laisse beaucoup de choses et je dois me préparer. Et ça, peu importe l'âge. Moi, je sais que dans certaines cultures africaines, tu vas leur dire, va prendre une assurance obsèques, décès, tout ça. Ils vont dire, mais n'importe quoi. Exactement. Tu appelles l'esprit de mort, mais non, en fait. Ouais. Moi, j'ai pas envie que demain, mon parent n'ait plus, il me laisse des dettes, il me laisse des problèmes avec ses frères et sœurs. Non, gère tes problèmes tant que tu es vivant. Quand tu vas partir, moi, je serai en paix. Et je ferai pareil avec mes enfants, avec même mon entourage, tout le temps, je leur dis, hein, préparez-vous. Et ça, à n'importe quel âge. Le cancer n'a pas d'âge, l'AVC n'a pas d'âge, toutes ces maladies n'ont pas d'âge. Et aujourd'hui, on le voit, des personnes même qui sont en dépression, elles vont se suicider. Et même lorsque tu te suicides, si tu ne l'as pas préparé, c'est encore des charges derrière tout ça. Et c'est triste, c'est malheureux, mais à un moment, il faut casser ce tabou et il faut dire aux gens, préparez-vous à mourir. Parce qu'on connaît notre date de naissance, on connaît notre date de naissance, mais on ne connaît pas alors quand est-ce qu'on va mourir. Et quand on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, on se prépare. C'est parce qu'on aime les gens avec qui on vit qu'on veut se préparer. Parce qu'on n'a pas envie de laisser le désordre derrière nous, qu'on veut se préparer. Ou d'en créer, voilà, c'est ça. Exactement. Exactement. Par rapport à ça, moi, pour mon père c'était quelqu'un de très prévoyant. Il avait tout prévu, assurance vie. Il avait demandé au notaire de faire des papiers pour les différents terrains. Enfin, voilà, tout était vraiment cadré. C'est-à-dire que quand il est parti, tout le monde savait quel était son pourcentage de succession, etc. etc. Donc, pour nous, en tout cas, on a divisé en deux. On a divisé en deux. Voilà. Donc, le problème, c'était que pour ma mère, rien n'était préparé. Du coup. Et en plus, on l'a enterré en Afrique. On l'a enterré en Afrique. D'autres réalités. Double dépense. On a dû acheter, nous, le billet d'avion de certains oncles. Triple dépense. Ah oui, oh là là. Donc, du coup, sachant que c'est très cher de voyager en Afrique, donc du coup, des dépenses monstrueuses. Tout ce qu'on a reçu, je vais être transparente, je pense que chacun, on a dû recevoir 12 000 euros. 3/4 des 12 000 euros, on finit dans les funérailles de notre maman. Donc, et puis, on n'était pas au courant, mais il faut savoir une chose pour ceux qui vont nous écouter. Déjà, l'assurance maladie prend en charge ces choses-là. Moi, je l'ai su 2 ans après. Et ça a une période donnée. Il faut faire ça vite. Parce que. Oui, normalement, tu as 1 ou 2 mois, je crois. Non, on a jusqu'à 2 ans, mais après les 3 premiers mois, je pense qu'ils prennent plus trop en charge les dossiers. Ils laissent un peu les dossiers de côté. Oui, mais en fait, en vérité, normalement, il me semble, il faudra vérifier l'information, mais normalement, si tu fais la demande dans les 2 mois qui suivent le décès, tu es comme prioritaire. Oui, c'est ça. Et après, ton dossier, il est derrière les autres. Et puis, il faut savoir que, en fonction du deuil qu'on veut, en fonction de l'hommage qu'on veut, qu'on veut rendre aux défunts, ils peuvent peut-être prendre la totalité des charges financières Ah, la totalité, j'ai jamais vu moi, mais en tout cas, il y a des primes qui sont données pour les gens qui sont en activité, celles qui sont en longue maladie. Et il y a un troisième cas. Voilà. Il y a des critères en fait. Voilà, c'est ça. Il y a des critères. Et moi, j'avais vu le veuvage aussi. Ça commençait. Veuve aussi. Oui, ça aussi, ça rentre dedans. Et en fait, il faut vraiment se renseigner. Moi, je n'étais pas renseignée. Mais parce que les gens, en fait, quand il y a le deuil, il faut se dire, ok, on s'organise. Un tel est décédé, on prend telle personne qui va s'occuper des démarches administratives. Oui, parce qu'il y a beaucoup maintenant, aujourd'hui, d'entreprises qui sont créées. Bien sûr. Qui justement vont accompagner les familles dans tout ça, écrire eux-mêmes les courriers. Exactement. Parce que quand quelqu'un décède, on doit résilier tout un tas de choses. On peut aussi, suivant les organismes, par exemple, je pense aux organismes de retraite, etc. Il faut prévoir tout ça, il faut écrire. Et quand on ne sait pas soi-même, alors c'est payant évidemment, mais est-ce que ce n'est pas le prix aussi de la tranquillité et d'être sûr de ne manquer aucune information? Surtout un jour, vous allez vous réveiller, il a des dettes quelque part qu'il a laissées. Et souvent, les enfants, après, c'est à eux de payer ces dettes-là. C'est ça, parce que les personnes qui ne vivent pas le truc avec vous, ils s'en fichent que votre parent soit décédé. Eux, ils veulent le remboursement de leur argent, en fait. C'est ça. Donc, du coup, c'est aux enfants de tout mettre en œuvre pour honorer, encore une fois, le parent. Enfin, bref, mais moi ce que j'allais dire c'était que quand l'hommage. Ouais, voilà, l'hommage. Je pense que en fonction de ce qu'on veut donner,
comme je disais tout à l'heure, ça peut être à moindre coût. Ça peut être quelque chose de simple et d'honorable, mais à moindre coût. Je pense qu'il n'y a pas besoin de dépenser énormément d'argent pour offrir un hommage digne de ce nom aux défunts, en fait. Et puis surtout, il ne faut pas se précipiter. Oui, Il faut bien dire aux gens que, bon, quand on perd quelqu'un, on est dans le chaos, c'est un événement terrible, mais la personne est décédée. On peut prendre le temps de penser aussi à soi et de faire plusieurs devis dans plusieurs pompes funèbres. C'est pas parce c'est gratuit. On ne peut pas, il ne faut pas se précipiter. Il faut prendre le temps d'aller dans plusieurs pompes funèbres, faire des devis, voir aussi le feeling qu'on a avec différents professionnels du funéraire. Parce qu'il y a des endroits où on va se sentir très accompagné, très écouté, d'autres endroits, pour des raisons qui sont personnelles et individuelles, hein, ce n'est pas forcément les gens qui ne sont pas compétents, mais ça appartient à chacun. Hein. Aujourd'hui, nous, on a un feeling, un autre jour, peut-être que ça n'aurait pas été le cas pour multiples raisons. Donc voilà, ça c'est important de le préciser. On n'est pas dans l'urgence. Oui. On n'est pas dans l'urgence. Ce qui est urgent, c'est de penser à sa santé mentale et de penser qu'on doit aussi penser à soi. Parce que la personne, elle n'est plus là, elle. Hein? C'est ça. Bah, par exemple, pour revenir sur ça, je sais que mon frère, lui, il a verrouillé ses sentiments. Il a voulu tout faire au niveau administratif très rapidement. Et lui, il s'est dit, ma mère, elle va mourir, je vais appeler ça, je vais appeler un tel, je vais appeler un tel, je vais signer ça. Parce qu'en fait, il s'est dit, si je m'effondre, ma sœur, elle ne pourra pas faire ça, en fait. Ma sœur, elle ne pourra pas faire ça, personne ne pourra le faire correctement. Donc du coup, bah, à la fin, il a tout fait rapidement. Ouais, mais ça, c'est peut-être son besoin à lui. Tu sais, tu as des gens, ils ont besoin d'être cadrés. Moi, on me dit toujours, je suis très bohème, par exemple, tu vois. Et d'autres personnes qui ont ce besoin d'être dans un cadre, que tout soit programmé. C'est ça. Je pense que c'est... On ne veut pas lui en vouloir. Non, légitimement, je pense que c'est vraiment pour te protéger, oui, voilà. T'enrober dans le chocolat. Par contre, c'est vrai que si les parents avaient prévu avant... C'est ça. En fait, on revient toujours à la même chose, que la mort se prépare. Même pour lui, ça aurait été une charge en moins. En moins, oui, c'est ça. Ouais. Et moi, j'avais une question. Est-ce que dans ton métier, tu peux prendre en charge un défunt qui fait partie de ta famille ? Oui, tout à fait. D'accord. C'est un choix que je peux faire. D'accord. Voilà, rien ne m'est imposé par la loi ou par mon éthique de professionnel. D'accord. Voilà, c'est à moi de choisir et de décider. Et quand ça m'arrive, je fais le choix de dire oui. D'accord. Pour moi, à ce moment-là, c'est ma place. C'est pas la place de quelqu'un d'autre. C'est ma façon à moi de rendre hommage. D'accord. Parce que par contre, moi, tu vois, je n'arrive pas à aller aux obsèques des proches. Je suis incapable d'assister à une cérémonie, qu'elle soit religieuse ou pas, à être présente lors de l'inhumation ou de la crémation de la personne. Pourquoi ? Parce que je vais m'occuper de mon proche décédé, c'est lui, c'est moi, c'est voilà. Par contre, tout ce qui est cérémonie, c'est en groupe. C'est entouré des gens que j'aime, que je vais voir pleurer, que je vais voir triste. Et ça, moi, je suis pas capable de l'encaisser, de l'assumer. Ouais. Moi, j'ai une question, parce que du coup, c'est peut-être une question que je pense que plusieurs personnes se posent. Est-ce que tu t'occupes également des femmes enceintes qui sont décédées, en fait, avec le bébé dans le ventre? Alors ça, c'est fou, parce que c'est une question qui revient souvent chez les gens. Comment ça se passe? Moi, je me suis toujours posé la question. Est-ce qu'on... c'est plus un... Est-ce que on appelle ça un accouchement quand la personne est décédée? C'est pas un accouchement. Non, pas du tout. L'enfant reste dans le ventre? Tout à fait. Donc on enterre la mère avec l'enfant dans le ventre. Voilà. En France, ça se passe il faut comme préciser, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à comprendre. Quand on parle d'une femme enceinte décédée, c'est que son fœtus, l'enfant qu'elle portait, est décédé en même temps. Et que donc l'acte de décès et la maman qui portait ce fœtus. D'accord. D'accord ? Parce que beaucoup de gens disent « oui, mais pourquoi on n'a pas sauvé l'enfant ?» Non, à partir du moment où on déclare une femme enceinte décédée, c'est que les deux sont décédés. Hein ? Donc là, on a une technique, pour traiter le corps de la maman ainsi que le corps de ce fœtus. Voilà. Donc ça, c'est très particulier. C'est quelque chose qui, je pense, ne laisse pas indemne psychologiquement parlant.
Mais après, voilà, je ne détaillerai pas Oui, plus. c'est clair. Et pour un enfant, ça se passe comment? Bah, c'est la même chose, hein. Techniquement, on va prendre soin de la même manière qu'un adulte, voilà. C'est juste que le matériel, lui, est adapté, D'accord. voilà. Mais autrement, on prend soin exactement de la même façon que pour des adultes. Et pour des accidentés tels que, par exemple, La même lors chose. la même chose. Oui. On essaie. Et là, c'est là que tu vas sur une reconstruction, c'est ça? Oui, c'est ça. Bah, quand c'est nécessaire, hein. Parce que c'est pas parce qu'on a un accident qu'on est tout de suite très... Voilà. Mais quand c'est nécessaire, oui. Et est-ce qu'il y a des maladies qui font que tu ne peux pas intervenir? Si par exemple une personne est décédée, par exemple du VIH, du sida. Alors ça, non. On a sur le certificat de décès une liste de maladies contagieuses. Quand ça rentre dans ces maladies contagieuses, ça veut dire que le cercueil sera fermé systématiquement et obligatoirement. Donc tout le reste, tout ce qui n'est pas sur cette liste-là, on peut intervenir. D'accord. Ok. Voilà. Ah d'accord. Ouais. Donc personne en maladie contagieuse, vous les traitez pas, c'est ça? Les maladies qui sont considérées contagieuses sur ce D'accord. certificat de décès, on ne peut pas intervenir. Voilà. D'accord, ils sont directement mis dans le cercueil. Exactement. Et toi, tu interviens dans les pompes funèbres ou à l'hôpital? Alors, sur les maladies contagieuses pour lesquelles le cercueil est fermé, je n'ai pas l'autorisation d'avoir accès à ces corps-là. D'accord. Et dans C'est les interdit. cas où tu as l'autorisation, donc s'il n'y a pas de maladie et tout, tu Il interviens. peut y avoir une maladie, mais qui n'est pas D'accord. considérée comme contagieuse, D'accord. sur lesquelles on peut intervenir. Et D'accord. notamment, par exemple, VIH ou hépatite C, on a le droit d'intervenir et de faire des soins de conservation. D'accord, ok. Donc Voilà. l'idée, c'est vraiment de prendre soin du défunt pour qu'il soit présentable. Et retarder le phénomène de Et retarder le décomposition. phénomène de décomposition. Ouais. Ok, c'est bon à savoir. Parce que ça, c'est des choses que tout le monde ne sait pas. Et en fait, moi, je pensais qu'en France, c'était obligatoire de retarder le phénomène de Non, décomposition. pas du tout. Donc ça dépend vraiment de la famille, des proches. Ou de du toi, de défunt, ton vivant. Quand tu t'es Hein, préparé. si tu veux être... Bien Voilà. présenté. Et tu t'occupes aussi de l'habillage, du coup? Tout à fait. D'accord. Et ça, c'est les tenues. C'est si toi tu les as préparées, ben, c'est ce que tu vas porter. Ou sinon, c'est les familles qui t'apportent les tenues. Ah, c'est toujours les familles qui décident des vêtements qu'ils vont prendre pour leur défunt. Hein. D'accord, oui, oui. Ou la personne décédée qui a prévu et qui a dit ça, c'est ma dernière tenue voilà, de strass et de paillettes. D'accord. Mais voilà, c'est vraiment une décision qui ne nous appartient pas du tout à nous professionnels. Et quel conseil tu donnerais aux familles qui vont te suivre par rapport à ton expérience ou si tu as une anecdote à raconter qui peut justement éveiller les consciences et se dire aux gens que en fait la mort c'est pas tabou, on va tous y passer, mais surtout ça se prépare. Bah écoute, je pense que j'ai tout dit tout à l'heure, mais c'est vrai que voilà, il faut pas penser égoïstement que le jour où on disparaît, on laisse tout ça derrière nous, parce qu'il faut penser que les autres, eux, vont continuer leur vie. Il faut les aider à continuer leur vie. Exactement. Ouais. Pour pas qu'ils aient des charges derrière eux. Et Naïma, j'ai relevé plusieurs points dans les étapes du deuil. Il y a le choc, le déni, la colère, la tristesse, la résignation, l'acceptation et la reconstruction. Et est-ce que finalement une personne qui passe par le deuil, elle finit toujours par se reconstruire? Parce que c'est ce qu'on pense, que le temps va réparer les choses. Est-ce que réellement, sincèrement, tu penses que toute personne, après c'est ta réponse à toi, une autre personne dira autre chose, mais est-ce qu'on finit réellement par se reconstruire après avoir traversé toutes ces étapes? Bah déjà, je dirais que le deuil il est propre à chacun. Et en fait, il faut déjà le vouloir pour se reconstruire. C'est vrai qu'à un moment, je déprimais. D'ailleurs, j'ai même fait plusieurs tentatives de suicide. Je voulais vraiment plus rien savoir de la vie. Mais à un moment donné, je me suis posée, j'ai dit, ok. En fait, mon enfance a été comme si Dieu m'obligeait à vivre. En fait, c'est comme si je n'avais plus le choix. Parce que là, j'ai accouché, j'ai une vie entre les mains. Je suis obligée de continuer à me battre pour cette vie-là. Si je suis plus là, c'est qui va s'occuper de lui? Je suis mère célibataire, son papa n'est pas là, il n'y a personne, donc ça va être compliqué pour lui. Et en fait, je pense que même en étant seule, il faut vouloir continuer à vivre. En fait, la vie ne s'arrête pas au deuil. La vie ne s'arrête pas au deuil. Et quand tu le veux, tu y arrives. En fait, il faut le croire. Il faut croire qu'on peut y arriver. Puis peut-être même ça a révélé chez toi une force que tu soupçonnais même pas. Exactement. Je me suis vue tellement solide
en fait, quand j'ai traversé ça, je me suis dit, d'ailleurs, il faut que j'appuie sur le fait que c'est pas parce qu'aujourd'hui, je me sens restaurée que je ne suis pas triste. Par Et ça, c'est moments, important de le dire. les anniversaires, les fêtes de fin d'année, j'ai horreur de ça maintenant. Mais je sais qu'un jour, peut-être qu'il y aura une situation qui fera que je vais apprécier ça de nouveau. Mais pour l'instant, j'ai du mal. Pour l'instant, j'y arrive pas. Il faut se laisser le temps. C'est ça. Et les anniversaires de ma mère, j'essaie de tout faire pour occuper ma journée. Parce que, même de mon père, j'essaie de tout faire pour occuper. Parce qu'en fait, je me dis, j'ai pas envie de. Je vais déprimer, non, ça va me ramener dans des souvenirs, dans des pensées pas. Voilà. Mais le fait que j'ai accepté de vouloir avancer, le fait que j'ai accepté de vouloir guérir, sincèrement, j'ai confié mon sort à Dieu et je me suis dit, je n'y arriverai pas seule. Dans ces moments-là, il faut avoir un soutien, en fait. Soutien, mais au-delà de ça, les humains vont t'écouter, vont te donner des conseils, vont faire toutes sortes de choses. Que tu n'as parfois pas Et demandé. c'est ça que j'avais Demander, exactement, faire des remarques. Oh mon Dieu, mais des remarques, hein, mais tu te sens comment? Mais du coup, comment ça se fait que tu es tombée enceinte? Mais tu pouvais pas te protéger? En fait, est-ce que tu connais les conditions dans lesquelles je suis tombée enceinte? Est-ce que tu sais? Et même au-delà de ça, t'as pas à faire des remarques comme ça. Non, mais même pour un deuil, hein, les gens ne savent pas vraiment comment s'adresser. Oui. Tu sais, c'est simple, il faut même un silence est un soutien. Exactement. Hein? Une présence. Voilà. En fait, moi, j'avais besoin d'une présence. Pas qu'on me parle. J'avais besoin que quelqu'un soit à côté de moi pour me dire, t'inquiète pas, ça va aller. Ça va aller, c'est pas facile, mais je suis là pour toi. Voilà, Et je suis là. Ça, je l'avais pas. Une oreille. Je l'avais pas. Et en fait, moi, je me suis complètement confiée en fait, dans ma foi. Je me suis dit, mais là, j'ai rien d'autre. J'ai rien d'autre. Il y a des gens, ils vont aller dans l'alcool, il y a des gens, ils vont aller dans des fêtes, voilà, la drogue, etc. Moi, en fait, j'avais que ma foi. J'avais que ma foi avec laquelle je pouvais me battre, continuer à espérer un avenir meilleur, un avenir que Dieu me promet, en fait. Un avenir où tout sera mieux, plus beau, plus serein, plus paisible. Pour toi, selon toi. Exactement. Voilà, c'est ça. Et, C'est ça qu'il ne faut pas, que les gens ne doivent pas juger. Un deuil, il est individuel. Il n'appartient qu'à soi-même. On ne peut pas comparer un deuil avec un autre. c'est ça. Moi, j'ai perdu un parent, tu as perdu les deux tiens, je ne peux pas comparer, tu ne peux pas comparer. Ni ta douleur, ni ce qui s'est passé. Personne ne peut comparer un deuil à un autre. Et on ne peut pas demander à une personne qui vient de perdre un défunt, alors on parle d'un parent, mais parfois c'est aussi un collègue de travail, hein, c'est un ami dans ta classe au niveau scolaire. Mais on ne peut pas exiger de quelqu'un qui est endeuillé de faire comme si ça n'avait jamais existé. Exactement, exactement. Et moi, j'avais l'impression, parce que tout à l'heure, je disais que j'étais musulmane, mais je me suis convertie entre-temps, voilà, et j'étais dans une église où on me disait, en fait, j'avais l'impression que, vu qu'eux, ils n'avaient jamais vécu ça, en tout cas, pas un parent, ils n'avaient pas cette sensibilité-là. Du coup, ils attendaient de moi que je me relève super vite parce que je crois en Jésus, en fait. Parce que j'ai cette foi-là. En fait, ils attendaient que, en une semaine, un mois, 2 mois, ça y est, relève-toi, relève-toi. En fait, j'y arrivais pas. Chacun son rythme. C'est ça. Et surtout, la foi n'est pas une formule magique. Chacun vit son deuil. Mais tu sais que ça manière. soit ça ou autre chose, il y a des gens, ils vont se plonger dans le travail. Exactement. Il y a des gens, ils vont se plonger dans le sport. Bien sûr. C'est vraiment... alors ça, personne ne doit juger, déjà, parce que personne ne demande l'avis de personne. Et il faut faire ce avec quoi on est OK, hein, tout simplement. Et puis surtout, pour revenir à ce que tu disais, ça se passe à différentes étapes de nos vies en fonction de notre expérience. Donc, on ne sera peut-être pas la même personne à 7 ans qu'à 19 ans, 20 Exactement. ans, 21 ans. Donc, ça joue aussi sur l'impact en fait, que ça peut avoir. Bien sur sûr. nous. Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup. C'était un échange très enrichissant. On a beaucoup appris. Ce que je retiens, c'est que la mort se prépare. Il faut penser aux personnes qu'on laisse derrière nous. Et le deuil se respecte. Peu importe la personne qui est en face de vous, peu importe l'âge qu'elle a, l'expérience qu'elle a, l'éducation, la culture qu'elle a eue, et même la foi qu'elle a ou pas, C'est ça. on respecte le deuil de l'autre.
on respecte les défunts et surtout, en tant que conseiller en image, ce que je dis, c'est jusqu'à la mort, l'image est très importante. Oh que oui. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour notre émission. On se retrouve au prochain épisode. À bientôt. Bye Merci. bye. Merci.